Au sommaire de ce journal, conflit en Ukraine, un institut détecte des composants occidentaux dans les drones iraniens. Ces matériaux se retrouvent également dans les missiles de croisière russes tirés sur le sol ukrainien. Sommet États-Unis-Afrique, la lutte antiterroriste hante les débats. Le gouvernement américain a réitéré son engagement à soutenir les pays africains face à la poussée des groupes djihadistes. Crise humanitaire, l'Union africaine et OCHA lancent un appel de fonds estimé à 51,5 milliards de dollars pour l'Afrique en 2023 pour aider à gérer une crise stimulée par la multiplication des conflits sur le continent africain ainsi que par la guerre en Ukraine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On prend la direction de Washington, aux États-Unis, où se tient le sommet États-Unis-Afrique censé se terminer ce jeudi. Et parmi les sujets chauds au cœur de ce sommet, la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement américain a réitéré son engagement à soutenir les pays africains face à la poussée des groupes djihadistes tant au Sahel que dans d'autres régions du continent. On regarde. Au sommet US-Afrique qui se tient actuellement à Washington, les questions sécuritaires étaient au cœur des échanges. Le continent africain fait face au terrorisme, en particulier au Sahel, mais aussi à l'Est, en Somalie, où la capitale Mogadiscio est régulièrement le théâtre d'attaques. Les 15 dernières années, ces groupes terroristes étaient en avant-plan. Ils contrôlaient presque la plus grande partie de la Somalie, c'est-à-dire la Somalie rurale. Nous avons donc lancé une stratégie. Les Chebab ou les terroristes, où qu'ils soient, ne peuvent être vaincus uniquement par des moyens militaires. Nous sommes à l'écoute de ce qui est important pour les dirigeants de la région et des pays concernés. Et nous voulons comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Et pour aller plus loin, nous voulons nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour développer et pour renforcer vos forces de sécurité et vous aider à travailler sur votre modèle de sécurité d'une manière que vous jugez bénéfique et qui favorisera certainement la stabilité régionale. Le président du Niger, qui vient de lancer une opération de mobilisation d'anciens militaires à la retraite pour soutenir l'armée, s'est aussi exprimé sur le terrorisme. Nous avons considéré que pour faire face à ce fléau, nous devions combiner plusieurs actions. La première consiste à promouvoir malgré tout la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, précisément parce que nous avons un défi à relever. Pour regagner en influence sur le continent, les États-Unis ont mis la main au portefeuille et promis de consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur 3 ans. Toujours au chapitre du Forum États-Unis et Afrique, la question de l'appropriation par l'Afrique de la technologie spatiale a également figuré parmi les débats. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a plaidé pour un soutien important des États-Unis au développement de la technologie sur le continent. En voici les détails avec nos confrères d'Africa 24. Dans le grand chantier de l'essor de l'Afrique, le secteur spatial, presque encore inexploré, est une véritable niche stratégique. Le marché mondial de l'industrie aérospatiale est estimé à 477,1 milliards de dollars, employant 1,7 million de personnes dans le monde. Un domaine dans lequel les États-Unis, pays leader de ce segment industriel, peut apporter à l'Afrique une contribution significative, comme le souligne le président Paul Biya, en porte-voix des pays africains, à l'occasion du Forum spatial États-Unis-Afrique. Je fais en effet le constat que l'Afrique est particulièrement favorable au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui dépendent actuellement de la mise en orbite des satellites de communication. Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines fondamentaux de notre développement économique. Pour autant, les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations
et même de nos gouvernements. Les pays du continent veulent participer à la conquête spatiale. 3 satellites ont été lancés depuis début 2021. La Tunisie a procédé à la mise en orbite le 22 mars 2021 de son tout premier satellite, Challenge One, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Aujourd'hui, aucun pays africain n'a les capacités de mettre en orbite ses propres satellites, dont la majorité est conçue hors du continent. L'Afrique, selon le président Paul Biya, entend s'investir dans la conquête spatiale, encore dominée par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays africains s'opère pour un accès équitable à l'espace et ses opportunités. Les enjeux autour de cette question nous sont en effet communs. Le marché des satellites africains, jusqu'ici dominé par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, est ouvert à une véritable concurrence continentale et internationale. L'agence spatiale du Rwanda a été établie il y a 2 ans. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé sa satisfaction à travailler avec ses partenaires américains pour parfaire ses ambitions. À l'image des CubeSat, plus petits, légers et simples à concevoir, a permis de démocratiser leur fabrication. Outre les 44 appareils africains déjà lancés, une vingtaine d'autres sont sur le point d'être mis en orbite pour symboliser la conquête spatiale africaine. Dans l'actualité militaire en Ukraine, l'Institut Conflit Armement Russidge a documenté des composants occidentaux dans les drones de fabrication iranienne utilisés par l'armée russe pour frapper des cibles en Ukraine. Et ces matériaux se retrouvent également dans les missiles de croisière russes tirés sur le sol ukrainien. On écoute les précisions de Damien Splitter, directeur adjoint des opérations de conflit armement Russidge. Different models of Iranian drones that we have documented used by Russia in Ukraine depends very heavily on Western components and technology. The only thing that was Iranians in the Shahed 131 and 136 was the engine. All the rest was made in the United States, Europe, or Asia, not in Iran. The Russians were still able to use cruise missiles that they had built just a couple months ago in an attack against Kyiv on the 23rd of November. And we know that this particular type of cruise missile, we had documented previously the components it was made of, and it was based on Western technology and Western components as well. So it seems that at the moment they are still able to build weapons using those components. The components we have found in both Russian and Iranian weapons were manufactured prior to 2022. That means that we have not found breach of sanctions for now, but the stocks that Russia or Iran have at the moment might be limited, which means that at some point they will have to acquire more components that they need, and will try to find a way to go around the current sanctions.
La guerre dans l'est de la RDC est à présent et on s'intéresse particulièrement à l'une de ces nombreuses milices qui combattent la rébellion du M23 aux côtés de l'armée congolaise. Comment s'organise la résistance de l'Alliance patriotique pour un Congo libre et indépendant? On suit ce reportage. Dans la région de Kichanga, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs milices combattent les rebelles du M23. Parmi elles, l'Alliance patriotique pour un Congo libre et indépendant, APCLS, composée de combattants de l'ethnie Houndé, intervient dans le cadre d'une coalition avec l'armée nationale congolaise destinée à contrecarrer l'avancée du M23. Nous avons passé beaucoup de temps dans la brousse et si nous continuons à nous battre, c'est parce que notre pays est attaqué. Nous avons l'objectif d'arracher notre pays des mains des agresseurs. Quand ils ont planifié la balkanisation, nous n'étions pas contents et nous sommes partis en brousse. C'est à cause de ce problème. Ces derniers mois, le M23 a conquis une partie du territoire de Rutshuru, près des frontières avec l'Ouganda et le Rwanda. Un porte-parole de la PCLS a déclaré que le retrait de l'armée congolaise de certaines routes clés avait permis cette avancée. Nous ne sommes pas avec eux sur le terrain. Nous sommes seuls et il y a des axes que les FARDC ont libérés. Vous voyez que l'ennemi progressait avec vitesse. Il y a des colonels FARDC, des officiers qui ont trahi. Et il a fallu que nous intervenions pour arrêter cette hémorragie. Human Rights Watch indique que les dirigeants de plusieurs groupes armés congolais, dont la PCLS, se sont rencontrés en mai pour forger une coalition patriotique. Nous travaillons avec eux parce qu'ils acceptent que le pays ne soit pas balkanisé, que nous ne puissions pas céder même un seul centimètre de notre République. Par contre, tous les autres qui travaillent avec l'ennemi, alliés à l'ennemi, sont nos ennemis. On ne travaille pas avec tous les groupes armés. Certains groupes armés comme les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda sont accusés de violation des droits de l'homme. L'armée congolaise et la PCLS affirment ne pas combattre aux côtés de ces milices. Crise humanitaire, ce sont environ 145 millions de personnes en Afrique sur 339 millions à travers le monde qui auront besoin d'une assistance alimentaire d'urgence en 2023. La lettre a été donnée à Addis Abeba à l'issue d'une rencontre stratégique réunissant des experts de l'Union africaine et du Bureau des Nations Unies pour la coordination des opérations humanitaires. Les deux structures ont donc lancé un appel à la mobilisation de 51,5 milliards de dollars pour aider à gérer cette crise stimulée par la multiplication des conflits sur le continent ainsi que par la guerre en Ukraine. La Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ont lancé un appel de fonds d'un montant de 51,5 milliards de dollars à l'effet de soutenir les populations en situation d'urgence alimentaire en 2023. C'était en marge au lancement de l'aperçu humanitaire mondial 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Selon les Nations Unies, environ 4,4 millions de personnes avaient besoin d'une aide alimentaire humanitaire entre juin et août 2022. Le financement de l'aide humanitaire est essentiel car les défis sont multiples et sans fonds, nous ne sommes pas en mesure de les lever. Malheureusement, les crises ont entraîné des problèmes humanitaires à long terme. Le financement de l'aide humanitaire est essentiel car les défis sont multiples et sans fonds, nous ne sommes pas en mesure de les lever. Malheureusement, les crises ont entraîné des problèmes humanitaires à long terme. Lancé sous le thème « Changement climatique et insécurité alimentaire mondiale, principaux facteurs de besoins alimentaires », l'événement vise à donner un aperçu des besoins humanitaires et des besoins de financement en 2023. Les Nations Unies estiment à environ 339 millions le nombre de personnes dans le besoin d'assistance et de protection vitale, dont 145 millions vivent en Afrique. Alors que les sources de vulnérabilité et les ressources restent limitées, le besoin d'efforts humanitaires complémentaires n'a jamais aussi été élevé. L'année dernière, à la même période, 274 millions de personnes étaient dans le besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Pour 2023, ce chiffre a encore augmenté, portant le nombre de personnes dans le besoin à 339 millions. Cela signifie qu'une personne sur 23 dans le monde a besoin d'une aide d'urgence.
La fébrilité de la sécurité alimentaire est devenue de plus en plus palpable en 2022 à cause notamment de l'augmentation des conflits armés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues au Covid-19 ou encore de la guerre en Ukraine. La réponse aux besoins humanitaires est désormais d'une extrême urgence. Si ce n'est pas la sécheresse, ce sont les inondations. Nous avons des régions telles que la région du Sahel qui est confrontée à des conflits et à la sécheresse. Malheureusement, ces conflits touchent un grand nombre de villes à travers le monde et surtout sur le continent africain. L'évolution de la situation des crises humanitaires sur le continent africain reste préoccupante. Au-delà de l'appel à un financement généreux pour les aides alimentaires, l'objectif du lancement de l'aperçu humanitaire mondial 2023 est d'amplifier les cris de détresse des personnes touchées, en particulier les femmes et les filles. Corruption au Parlement européen. C'est hier mercredi que devaient comparaître les 4 personnalités écrouées dans le cadre du scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Si 3 inculpés ont comparu devant les juges, la vice-présidente déchue de l'institution, Eva Kaili, principalement accusée dans cette affaire, était la grande absente de cette première journée de procès. On regarde. C'était l'affaire du jour mercredi au Palais de justice de Bruxelles, les premières auditions liées au scandale de corruption au Parlement européen. Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente de l'hémicycle, devait s'exprimer pour la première fois devant les juges, mais l'eurodéputé grec n'a pas fait le déplacement. Elle est accusée d'avoir accepté d'énormes sommes d'argent pour défendre le Qatar. Les 3 autres suspects de cette affaire étaient présents à l'audition. Le compagnon d'Eva Kaili et assistant parlementaire Francesco Giorgi, l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri et, selon les médias italiens, Niccolò Figa Talamanca, le secrétaire général de No Peace Without Justice. La police belge a saisi au cours d'une vingtaine de perquisitions 1,5 million d'euros dans une valise et des sacs. Les enquêteurs se sont rendus au domicile des suspects ainsi qu'au Parlement européen à Bruxelles. La police française a scellé plusieurs bureaux au siège de l'institution à Strasbourg. 6 personnes ont été arrêtées depuis vendredi. 2 d'entre elles, dont le père d'Eva Kaili, ont finalement été relâchées. Les 4 autres suspects sont toujours en détention. Et au Mali, la mère accoucheuse de Nonuples regagne Bamako. Son histoire avait alimenté les colonnes des faits divers l'an dernier. 1 an après son accouchement au Maroc, la Malienne de 25 ans, mère de 9 enfants, a regagné Bamako ce mardi. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par la ministre malienne de la Santé. Une mère malienne qui a donné naissance à 9 bébés au Maroc l'an dernier est rentrée mardi à Bamako avec ses enfants, accueillis par la ministre de la Santé. Merci beaucoup. Les nourrissons ont été mis au monde sains et saufs par césarienne grâce à une équipe de 10 médecins assistés de 25 ambulanciers à Casablanca. Ces enfants, ce ne sont pas les enfants de M. Arbi seulement, c'est les enfants du Mali, c'est les enfants de l'Afrique et du monde entier. C'est une émotion très très forte, et un sentiment de joie qui m'anime vraiment. Les médecins maliens étant inquiets pour la santé de la jeune maman, le gouvernement a dû la transporter par avion vers une clinique marocaine disposant de meilleures installations pour faire face aux grossesses multiples. Et toutes nos félicitations et remerciements aussi à la partie marocaine quand même qui a bien assuré aussi. L'accouchement s'est bien passé, tout le monde voit les bébés en bonne santé. On leur souhaite longue vie. Halima Cissé, la mère des non-nuplés, est originaire de la ville de Tombouctou au nord du Mali. À 25 ans, elle a donné naissance à 5 filles et 4 garçons pesant entre 500 grammes et 1 kilogramme. France mondiale 2022, comme on pouvait s'y attendre, la qualification des Bleus pour la finale du mondial hier face au Maroc a été célébrée dans toute la France et même au-delà. Des milliers de supporters ont pris d'assaut les rues des villes pour manifester, célébrer cette victoire. Des manifestations qui, malheureusement, ont créé des débordements, occasionnant la mort d'un adolescent à Montpellier. Des supporters qui laissent exploser leur joie à Doha, au Qatar. Qui ne saute pas n'est pas français.
La France qualifiée en finale pour la deuxième fois consécutive en Coupe du Monde. Une fierté pour les supporters et pour le président français. On est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement. Donc moi je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a 1h30. Pourquoi vous avez eu peur vraiment? J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné. Les Marocains ont formidablement bien joué. En France, les supporters exaltent dans les rues. Sur les Champs-Élysées à Paris, la foule est immense, au milieu des fumigènes et des klaxons, encadrés par des CRS. Dans les bars, supporters français et marocains se côtoyaient dans une bonne ambiance. Ouais, on est trop fort, du coup on savait qu'on allait arriver en finale, mais on a peur quand même face à l'Argentine, on verra bien. Il y a eu quelques occasions des deux côtés. La France a l'expérience, a plus concrétisé que le Maroc. On est fiers du parcours de cette équipe nationale marocaine et on sera derrière les Bleus dimanche. À Marseille aussi, la joie est immense. Les supporters se sont donné rendez-vous sur le Vieux-Port pour célébrer la victoire des Bleus. Dernière étape pour les Bleus, la finale contre l'Argentine dimanche. Ils ont encore quelques jours pour se préparer, tout comme les supporters, qui ne devraient pas manquer le rendez-vous. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour notre rédaction. On vous en parlait déjà, il y a de cela quelques jours. Notre confrère Mesme Yao de la rédaction de A12 a reçu le 8 décembre dernier le prix Amadou Koné du meilleur journaliste sportif. Ici, on le voit en image, en train de présenter son trophée au PDG de A12, Faustin Abo. Une fois de plus, félicitations aux confrères. Ainsi donc prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.